Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous savoir fidèle au rendez-vous de ce JT, j'y arrive, 19h45, voici le sommaire. Pour les militantes féministes et laïques, le port du voile islamique serait une atteinte à la liberté, un symbole d'une domination religieuse. Ce 10 juillet, c'est la journée mondiale des femmes sans voile. On en parle dans cette édition. Et puis, chaque année, environ 8 enfants sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque. La cardiopathie congénitale est la première cause de mortalité dans la première année de vie d'un enfant. Et de plus en plus d'élèves développent un désamour vis-à-vis des mathématiques, une situation que l'on a du mal à comprendre. On a tenté de savoir ce qui crée cette désaffection. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je le disais, pour les militantes féministes et laïques, le port du voile islamique serait une atteinte à la liberté, un symbole d'une domination religieuse. C'est ce qui explique d'ailleurs que ce 10 juillet soit consacré Journée mondiale des femmes sans voile. On reçoit notre invité pour en parler. En plateau, donc, pour en parler avec moi, Emion Ligan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation et également merci à nos amis téléspectateurs. Alors, ce 10 juillet, donc, c'est la journée mondiale des femmes sans voile, une cause défendue ce 10 juillet. À votre avis, est-ce une cause opportune ou juste du folklore? Alors déjà, je dis bonne fête à tous les musulmans qui sont encore dans la fièvre de leur fête de Tabaski qui a été fêtée hier. Et pour certains pays comme le Sénégal, c'est aujourd'hui, on le souhaite simplement bonne fête. Alors on revient à notre cause, la cause qui nous réunit ce matin déjà. C'est vrai, vous l'avez dit, hein, tous les 10 juillet, dans tous les pays et dans le monde entier, on célèbre cette journée mondiale sans voile. C'est vrai que c'est une journée qui peine à avoir sa place dans le calendrier des journées mondiales, mais ça se célèbre dans plusieurs pays parce qu'il y a plusieurs femmes musulmanes aujourd'hui qui se posent la question de savoir est-ce une obligation forcément d'être toujours avec le voile. Certaines femmes portent ce voile avec fierté parce qu'elles se retrouvent comme cela se doit dans cette religion. Elles sont fières de porter leur voile. Elles se disent quand même je suis musulmane et ce qu'il me faut faire, c'est une obligation pour moi de pouvoir respecter les prescriptions religieuses. Et pour d'autres qui sont à la fois musulmanes mais qui se disent ben bon, j'ai quand même envie de me retrouver dans ma liberté, je suis musulmane, oui, mais est-ce une raison pour laquelle je dois tout le temps me retrouver avec le voile, mon hijab, tout le temps? Bon, c'est pas forcément l'idéal pour moi. Et partant de là, il y a des mouvements qui ont commencé, des mouvements de rassemblement de femmes à la fois musulmanes et non musulmanes, mais surtout musulmanes qui se disent « je suis musulmane, oui, je peux porter le voile comme je peux ne pas le porter, mais cela ne m'enlève pas mon droit d'être musulmane ». Cela ne pose-t-il pas, à votre avis, des questions de droits, des droits fondamentaux de l'homme, notamment des questions de liberté, d'égalité des femmes aujourd'hui? En fait, c'est même là la cause. Parce que quand nous retournons à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, chaque être devrait être libre de tout ce qu'elle fait. Et là où commence ta liberté, ou là où s'arrête même ta liberté, c'est par là où commence la liberté de l'autre. Et si aujourd'hui, elle peut se dire, le voile, je l'ai porté hier, par exemple, je parle d'une femme musulmane, et elle s'est sentie très à l'aise. Après, demain, elle peut aussi se dire que là où je vais aujourd'hui, je n'ai pas envie de le mettre et que je dois pouvoir me trouver aussi élégant sans mon voile. Il faut dire aussi que c'est une question peut-être de diversité culturelle aussi, le respect de la diversité culturelle de l'autre, accepter l'autre tel qu'il est, qu'elle puisse porter son voile sans que cela ne puisse me gêner. En fait, le réel souci, vous savez, c'est quoi? Peut-être même la quasi-totalité de ces femmes musulmanes ne veulent pas forcément aller à une journée sans voile. Mais qu'est-ce qui amène à cette journée sans voile? Déjà, celles qui en portent, elles sont trop insultées.
certaines. Elles sont des causes de rarerie, elles sont pas respectées. Notamment en France, on sait qu'il y a carrément... Elles ne sont pas respectées. Il y a par exemple dans certaines écoles où quand l'enfant vient déjà avec les voiles, l'enfant est stigmatisé. Exactement, ses camarades n'arrivent pas à comprendre pourquoi elle est comme ça. Moi, je pense que même la religion devrait encore faire une sensibilisation et montrer à la population un peu partout dans le monde que la jeune fille ou la femme qui porte son voile ne devrait pas être sujet de moquerie ou de quelque chose. Et partant de là, cette qui porte maintenant le voile doit se retrouver fière de le faire. Mais s'il y a de ces moqueries, on n'est pas pareil. L'estime de soi n'est pas encore quelque chose cultivé par tout le monde. Et celle qui ne l'a pas cultivé, par exemple, lorsqu'elle reçoit de ces insultes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut aller se suicider. Merci, Hermione Ligan. Apprenons à respecter notre vis-à-vis tel qu'il ou elle se présente face à nous. Merci d'être passé sur ce plateau. On parle à présent de ce sujet sensible et difficile qui touche chaque année environ 8 enfants sur 1000. Les cardiopathies congénitales, première cause de mortalité dans la première vie d'un enfant. Suivons cet élément pour plus d'explications. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. Parlons à présent des mathématiques. Le constat aujourd'hui est que très peu d'apprenants aiment cette matière scientifique. Dans les classes de première et de terminale C, enseignants et élèves sont fiers d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Mais malheureusement, l'effectif se réduit chaque année. Pourquoi donc cette matière ne draine-t-elle pas foule? Suivons cet élément réalisé durant l'année scolaire.
Au collège d'enseignement général de Ouéhor, très peu d'élèves choisissent les séries scientifiques, comme dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire au Bénin. Ici, en première C, il y a 11 filles sur un effectif de 23 élèves passionnés des mathématiques. Presque une égalité parfaite, chose rare. Au nom de ses camarades, Laurette avoue que les maths sont faciles à comprendre. La mathématique est un jeu. Si on arrive à percer vraiment le sens, on pourrait comprendre. Tout le monde fuit la mathématique parce que c'est répandu que c'est difficile. Mais la mathématique n'est pas si difficile que cela. Il y a une démarche, il faut juste la suivre de telle sorte à trouver une réponse. Parce que la réponse est là, il faut juste la trouver. En fait. La réponse, elle a su trouver en choisissant la série scientifique. Comme elle, certaines de ses devancières en classe de terminale C raisonnent de la même manière. Les mathématiques ne sont pas une science aussi difficile que ça. Il faut juste comprendre les propriétés, savoir les appliquer. Belle approche méthodologique. Et pourtant, beaucoup d'élèves fuient les mathématiques. Dans la plupart des collèges que nous fréquentons, il y a un nombre décroissant de scientifiques dans ces classes. Plus de personnes vont dans les classes littéraires que dans les classes scientifiques. Aujourd'hui, on note une désaffection des apprenants vis-à-vis des mathématiques. L'année passée, l'effectif était à peu près le double de ce que vous avez vu. L'année passée, ils étaient autour de 16. Cette année, vous voyez près de la moitié. 3 filles et 4 garçons. Voilà l'effectif de cette classe de terminale C. Ils suivent les cours de physique-chimie. Un constat qui illustre malheureusement le manque d'attractivité des matières scientifiques chez les élèves. Baké Yolou est censeur. Elle nous confie que le nombre des candidats inscrits au baccalauréat pour la série C est constant depuis 2 ans et ne dépasse pas la quinzaine. Puisque en 2019, c'est 12 qui sont restés en terminale pour aller au bac. En 2019-2020, c'est également 12, mais nous avons retenu 9 qui sont allés au bac et 8 sont reçus. J'invite tous les parents qui ont détecté en leurs enfants le talent ou le goût pour les mathématiques, de leur prendre des répétiteurs, de les appuyer et surtout d'échanger avec les enfants, de leur montrer qu'il n'y a pas de matière difficile. C'est le goût et l'apprentissage qui donnent la facilité d'apprendre une matière. Les mathématiques, la mère des sciences, une matière dont il faut très tôt inoculer la passion aux élèves. Et puis, au Niger et dans le reste du Sahel, eh bien, le dérèglement climatique est une réalité quotidienne pour les habitants. Les températures y augmentent presque 2 fois plus vite que dans le reste du monde. Les sécheresses de plus en plus fréquentes et la dégradation des sols entraînent des pertes agricoles. Explication à travers ce télémone réalisé par nos confrères de France 24. Il est 10h ce matin et à Dadaga, dans le département de Oualam, la température atteint déjà les 43 degrés. Ici, la sécheresse a tout ravagé, plus aucun légume ne pousse depuis 5 ans. Les aubergines, les oignons, les tomates, les salades, les pommes de terre, le chou, tout ça on cultivait ici. On partait vendre ça à Niamey. Nos puits sont inutiles. On a creusé un puits à la main, il s'est asséché. Et le forage qu'on a près du village, il s'est asséché lui aussi. Sur les 25 puits que possède le village, seuls 2 sont fonctionnels. Ces femmes passent la journée à faire l'aller-retour entre le village et le puits. Plusieurs d'entre elles commencent avant l'aube. Tu es là depuis quelle heure? 4 heures du matin, vraiment? On espère que l'eau monte et ensuite on puise un peu. Mais rapidement, le niveau redescend et on est obligé d'attendre. Vraiment, j'ai l'impression que depuis 10 ans, la situation se dégrade d'année en année. C'est la période la plus chaude au Niger. D'avril à juin, les ménages, surtout les plus ruraux, sont soumis à des pénuries. Pour tenir le coup des sécheresses successives, plusieurs experts du climat préconisent une meilleure utilisation des ressources en eau disponibles. Nous pouvons les mettre à profit aujourd'hui pour développer ce qu'on appelle l'agriculture de la petite irrigation, celle qui permet à chaque individu de pouvoir accéder à un lopin de terre, moyennant quelques moyens, pouvoir faire de l'agriculture pendant la saison sèche, n'est-ce pas, ce qui lui permet de renforcer un peu, n'est-ce pas, sa sécurité alimentaire. Au Niger, la sécheresse de 2021, la plus intense depuis 10 ans, a fait chuter les rendements agricoles de près de 40% par rapport aux 5 dernières années.
Et ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.mj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.